Eh bien, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMN pour cette émission spéciale législative que nous vous proposions en partenariat avec Ouest France. L'entre-deux tours des élections législatives 2022, débat entre les deux candidats qualifiés sur la 6e circonscription du Morbihan. Au soir du premier tour, Jean-Michel Jacques, député sortant de la majorité présidentielle, est arrivé en tête avec 34,79%. Il devance le candidat de la nouvelle Union populaire économique et sociale, Jean-Michel Baudry, qui a obtenu 26,08%. Jean-Michel Jacques, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Baudry, bonjour. Bonjour. Alors on va aborder pendant une petite heure plusieurs thématiques chères aux électeurs, telles que l'écologie ou encore les services publics. Mais auparavant, petite présentation des candidats par mes deux compères du jour. Fabien Briand pour RMN, bonjour. Bonjour. Et Maxime Lavenant pour Ouest France, bonjour Maxime. Bonjour. Alors voilà, petite présentation des candidats. On commence avec toi Fabien et tu vas nous présenter le candidat Jean-Michel Baudry. Oui, vous avez 58 ans, vous êtes originaire du nord de la France. Oui. Vous êtes arrivé sur la région d'Hennebont en 2005. Vous avez travaillé comme sous-marinier donc dans la marine nationale. Vous avez eu un accident du travail. Vous êtes aussi connu pour votre passion pour la photo, notamment dans les concerts. Vous avez exposé également. Vous avez adhéré au mouvement donc, de la France Insoumise en 2016. Vous êtes aussi connu pour avoir été membre des Gilets jaunes. On va commencer par une première question. Est-ce que passer des ronds-points à l'Assemblée nationale, du gilet jaune à l'écharpe tricolore, est-ce que c'est compatible ? Tout à fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est toujours une forme de discussion. Et de toute façon, les Gilets jaunes, on était dans la discussion. Avant tout, on pense... on a amené le mouvement des Gilets jaunes comme étant un mouvement de conflit. Et le conflit, il est venu par justement le fait que la discussion n'existait plus. Le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement de discussion. Nous avons d'ailleurs toujours discuté entre nous. Et nous avons fait d'ailleurs des assemblées. Il y a eu plusieurs assemblées nationales qui ont été faites... par rapport aux Gilets jaunes qui ont avancé, quel que soit le temps et les tempêtes qu'on leur mettait dessus. Merci Jean-Michel Baudry. Maxime Lavenant, vous allez nous présenter quant à vous le député sortant Jean-Michel Jacques. Jean-Michel Jacques, vous êtes né il y a 54 ans en Lorraine, plus précisément à Metz, dans une famille modeste. Vous y passez une jeunesse où l'horizon s'arrête pour beaucoup, et notamment une partie de vos proches, au ciel grisé par les hauts fourneaux, les usines sidérurgiques. Une perspective que vous voulez fuir, vous, le jeune homme sportif, amateur de rugby. Vous rêvez des commandos marines, mais un pied plat manque de vous recaler. Vous trouvez l'astuce en vous engageant comme infirmier. Et c'est comme ça qu'à 17 ans, vous débarquez seul à Lorient, à l'école des fusiliers marins. Votre vie est désormais bretonne, et plus précisément dans le Morbihan. Vous y fondez une famille, faites construire une maison à Brandérion. Et vous remisez définitivement votre bachy, ce bonnet de marin qui ne vous aura pas quitté jusqu'à vos 42 ans. Un temps formateur, puis infirmier libéral, vous attendrez encore quelques années avant de vous lancer en politique. Nous sommes en 2013 et vous constituez autour de vous un petit groupe d'habitants pour conquérir la mairie de Brandérion à l'occasion des municipales prévues l'année suivante. Avec une liste sans étiquette, agrégeant les bonnes volontés de gauche et de droite, déjà, vous l'emportez haut la main dès le premier tour. Quand le candidat Macron apparaît, vous semblez avoir trouvé votre champion, marcheur de la première heure. Vous devenez même référent départemental du mouvement En Marche, puis investi candidat aux législatives de 2017. Inconnu de la plupart des électeurs, mais porté par la vague macroniste, vous écrasez la concurrence, malgré la présence de poids lourds face à vous, comme le maire UDI de Plouay et Gwen Lenay, ou le député sortant et ancien socialiste Philippe Noguès. Au terme d'un mandat de député sans fausse note majeure, godillon, diront certains de vos détracteurs, vous êtes candidat à votre succession. Alors Jean-Michel Jacques, dans votre courte carrière politique, qui n'a pour l'instant connu que des succès, avez-vous envisagé la possibilité de perdre ces nouvelles législatives ? Écoutez, comme tout sportif, j'intègre toujours la victoire et la défaite. Mais quand je rentre sur un ring ou dans un stade, c'est pour gagner. Donc, toute mon énergie est concentrée sur la victoire. Ce qui m'empêche pas d'aborder les choses avec humilité et puis avec un grand respect de mes adversaires, parce que je pense que la vie démocratique et notre République méritent aussi des débats constructifs, parce que les enjeux pour notre pays sont grands. Nous traversons une crise internationale qui est très forte, avec des risques pour l'humanité, je dirais, et plus particulièrement pour la France et pour revenir plus localement pour la Bretagne. Et donc, voilà, j'aborde tout ça avec motivation, avec détermination, humilité et surtout avec responsabilité, parce que les enjeux sont grands.
Merci messieurs pour cette petite présentation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petite question aux deux candidats. Sur votre conception du poste de député, Jean-Michel Baudry, comment est-ce qu'on peut équilibrer le plan national où on va à l'Assemblée et le plan un peu plus local où justement on se promène et on agit sur la circonscription? Alors avant toute chose, il faut savoir qu'un député représente tout le monde. Donc il est certain que on n'est pas seulement là pour parler de notre projet, mais aussi de l'ensemble des problèmes qui existent. La situation entre une région et un pays, ça se gère de la même façon, parce que de toute façon, au pays, on règle un problème de façon générale, mais la présence locale permet aussi, nous, de faire remonter les problèmes et de venir apporter des exemples et apporter des principes pour pouvoir faire amener les lois dans le sens d'amélioration des gens. Si vous êtes élu député, quelle commission souhaiteriez-vous intégrer à l'Assemblée? Alors ça sera surtout dans le social, principalement. Merci. Jean-Michel Jacques, même question sur quelle est votre conception du poste de député avec un petit peu l'expérience du coup du premier mandat? Oui, je vais partir un petit peu sur ce que j'ai fait. En fait, pendant ces 5 ans, j'ai tout simplement fait des allers-retours entre Paris et ma circonscription. À Paris, bien entendu, il faut travailler en commission. Je suis vice-président de la commission de la défense et je m'y suis investi pleinement. Mais il faut aussi être sur le terrain, en circonscription. Et ma méthode a été assez simple, c'est que j'ai 45 communes dans ma circonscription. Eh bien, j'en fais le tour. Quand j'ai fini mon premier tour, j'entame ma deuxième tour, etc. Ce qui me permet de rencontrer les élus locaux, de rencontrer le monde associatif, que je rencontre par ailleurs à travers les inaugurations, etc. Mais hélas, on a été vraiment freiné par la crise du Covid, qui nous a empêchés les uns et les autres de se voir comme on pouvait se voir auparavant. Et voilà, et au contact de mes concitoyens, alors soit à ma permanence, parce que je suis sollicité tout simplement, ou soit parfois je me déplace, et je propose d'ailleurs à mes concitoyens de me déplacer, ce qui me permet de les voir sur le terrain, et puis en même temps d'être dans les communes. Merci pour ces réponses, messieurs. On va aborder donc plusieurs thématiques lors de ce débat. Et on va commencer, Fabien Briand, avec le thème de l'écologie. Oui, effectivement. Jean-Michel Baudry, quel est votre regard sur le dernier mandat de la majorité du gouvernement sur les actions pour l'écologie? Quel est votre regard là-dessus? Alors bon, on va pas cacher les mots. Pour moi, l'écologie vis-à-vis de la République en marche est une catastrophe. Je pense que M. Jacques connaît son classement parlementaire, 465e sur l'ensemble des députés. On ne peut pas parler d'un bilan positif au niveau des 5 ans qui viennent de passer. Quand on regarde ce qui s'est passé par rapport aux lois qui ont été votées, on parle principalement aujourd'hui des problèmes de tout ce qui est produits chimiques sur la terre, du bien-être animal, de la qualité de l'eau. N'oublions pas ici que nous avons de l'eau impropre à la consommation entre Guérec et Guéméné. Et d'ailleurs, le préfet a fait un arrêté pour la rendre, entre guillemets, consommable. Donc on a des gros problèmes. Et il ne faut pas non plus oublier qu'on nous donne 3 ans pour changer les choses. Or, aujourd'hui, les choses sont loin d'être changées. Et au vu de ce qui est proposé, il y a guère peu de changements et guère de possibilités. Donc il faut une rupture, il faut un nouveau plan. Et c'est pas avec ce qui est proposé aujourd'hui par l'ensemble qui va amener les choses. Jean-Michel Jacques, le bilan des 5 dernières années pour la lutte pour l'écologie? Écoutez, ça a été tout de même un bilan où on a le plus décarboné depuis bien longtemps, donc c'est tout de même positif, et ça c'est lié à des choix forts, entre autres sur le plan énergétique. Nous avons quand même pris à bras-le-corps la problématique des pesticides, tout en ayant une position raisonnée, c'est-à-dire à la fois d'arrêter et d'aller dans le sens de l'arrêt des pesticides, mais tout en préservant le modèle économique actuel le temps que les gens puissent se reconvertir. Et ça, c'est important parce que si on doit faire pour la cause environnementale, et ce qui est important pour moi, c'est surtout de faire plus que de dire, il faut trouver des équilibres et vous ne pouvez pas demander à un système de changer du jour au lendemain sans être dans la brutalité. On a aussi doublé le nombre de terres agricoles bio, ce qui n'est pas rien.
rien. Beaucoup de subventions ont été à l'installation de jeunes agriculteurs, ou moins jeunes d'ailleurs, sur le bio. On a un modèle maintenant qui s'équilibre sur le bio. Le marché change d'ailleurs. Récemment, on a vu certains produits bio qui n'arrivaient plus à se vendre, même qui ont dû être à un moment, hélas, détruits parce que voilà, il y avait eu trop de production. Donc, vous voyez, on a abordé et nous aborderons tout ce qui est la cause environnementale à bras-le-corps, de façon déterminée, mais de façon faisable, parce que ce qui est important, c'est de faire et pas que de dire. Vous liez évidemment la question écologique et environnementale à la question agricole. On est dans un territoire qui est très rural, très agricole, où l'agriculture conventionnelle est aussi très présente. Vous l'évoquez, il y a la question de la transition, de l'accompagnement. La filière bio, elle, justement, peut pointer aussi l'Europe avec peut-être un soutien à la filière bio qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait espérer, et que l'agriculture conventionnelle, eh bien, elle est finalement pas forcément suffisamment incitée à être en transition. Vous, est-ce que vous trouvez que suffisamment d'efforts sont faits justement dans ce sens, pour aller un peu plus loin encore dans la transition? Oui, alors vous parlez à l'échelon européen, certainement il faut aller beaucoup plus. En France, en tout cas, on peut se dire que les choix ont été forts pour porter le bio, en tout cas dans ce quinquennat qui est passé, et ce qui sera encore le cas après, d'où une filière qui s'est bien implantée. Il faut aussi aborder la question alimentaire, parce que derrière votre question, finalement, et derrière tout ce qui est agricole, il y a la question alimentaire et la souveraineté alimentaire pour la France, et puis aussi la capacité de nourrir l'ensemble de la planète par rapport à ses besoins. Et donc, on le voit bien que tout est complémentaire, et qu'il ne faut pas forcément aborder de tout de façon excessive. Le bio est nécessaire, le bio est bon pour la santé, il y a des modèles économiques à changer, mais à l'heure actuelle, et on le voit bien par exemple avec la crise ukrainienne, par exemple, une bonne partie de la planète a besoin de se nourrir, et les peuples ont besoin, les nations ont besoin aussi de se nourrir. Donc il faut trouver le juste équilibre, il faut totalement porter cette filière et la valoriser comme il se doit, ce qui a été le cas à travers des aides conséquentes pour l'installation en bio, mais en même temps il faut penser toujours que la France a besoin de se nourrir, et que l'Europe a besoin de se nourrir, et que toute la planète a besoin de se nourrir. Vous partagez ce regard, Jean-Michel Baudry, sur l'accompagnement qui est proposé à la filière conventionnelle. Est-ce que suffisamment est fait pour aller vers des pratiques plus vertueuses en termes environnementaux? Alors, déjà, avant toute chose, il faut quand même rappeler un bilan. C'est qu'aujourd'hui, très peu de cultivateurs vivent dignement de leur travail. C'est bien de parler du bio. Le problème du bio, c'est une partie de la culture. Le cultivateur, lui, il n'arrive pas à se nourrir de son travail. Il y a un problème de distribution, il y a un problème de répartition. On ne garantit pas un salaire digne aux gens qui travaillent la terre aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes-là, tant qu'on ne pourra pas dire qu'un travailleur ne touche pas assez d'argent de son savoir-faire, on ne pourra pas dire qu'on aura réglé un problème. Aujourd'hui, le bio qu'on met en avant, c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier qu'on part d'une culture intensive dans certains secteurs, parce qu'on a encore aujourd'hui des terrains extraordinairement grands pour des cultures uniques, vers une polyculture. Et ces terrains-là doivent être adaptés et aménagés. On doit concevoir une nouvelle forme de culture. Et ces cultures-là, c'est une façon de transiter les choses. Le terrain, on parle du terrain. Le terrain, il en manque. De toute façon, c'est certain. Mais aussi, il y a une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, dans la succession des terrains, c'est les grands propriétaires qui prennent ces terrains-là. Il faut protéger durablement la passation des terrains pour que justement la terre reste au niveau des cultivateurs et ne passe pas dans la main des grands producteurs terriens. Parce que eux, se l'accaparent, ils font des grosses productions.
On parle du bio en Europe, mais c'est un peu le foutoir. On n'a pas les mêmes normes entre la France et les autres pays à côté. Et or, l'Europe nous impose justement d'acheter des produits bio de l'autre côté de l'Europe. Et il y a des produits chimiques qui sont acceptés dans d'autres pays que nous, on n'utilise pas. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Et le bio n'est pas tout à fait la solution aujourd'hui. Il faut passer par un système transitoire. Parce qu'on ne produira pas assez sinon. Il faut commencer à réfléchir et à changer les choses. Et il faut adapter pour que les gens aient un salaire digne. Et derrière un salaire digne aussi une pension digne derrière. On a parlé de ce thème donc de l'écologie. On va continuer à aborder d'autres sujets et nous allons parler, Fabien Briand, de la politique nationale, avec un sujet qui revient souvent dans les discussions et ça concerne les retraites. Oui, effectivement, le gouvernement a un projet de loi pour justement réformer ce régime des retraites. Sur l'âge de départ, notamment du côté du gouvernement, on est sur 64 à 65 ans. Dans le programme de la NUPES, c'est 60 ans. Messieurs, pourquoi cette différence d'âge de départ? On va commencer avec Jean-Michel Baudry. Tout simplement qu'à 65 ans, moi mon père est mort à 62 ans. Donc je comprends très bien que des gens disent, et d'ailleurs les chiffres le prouvent, beaucoup de gens n'atteignent pas les 65 ans. Et la retraite, c'est quelque chose d'important. Pourquoi mettre une retraite à 65 ans alors qu'aujourd'hui on a des jeunes qui ne travaillent pas? Pourquoi pousser des gens à aller jusqu'à 65 ans? Moi je suis un ouvrier, j'ai 58 ans, je suis handicapé et je suis chômeur parce qu'aujourd'hui j'ai pas de travail. J'ai perdu avant j'étais un artisan, j'ai eu un accident du travail, j'ai plus de boulot. Et aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Je traîne de stage en stage pour pouvoir arriver à 65 ans. Donc on vit comment? Bon. On vit comment? On vit du minimum. Mais le minimum ne fait pas vivre. C'est des gens qui sont précaires. On a de plus en plus de personnes qui sont en train... Il suffit de regarder la fin des marchés. Vous avez de plus en plus de personnes âgées qui sont en train de récupérer, de glaner ce qui reste des marchés. On va continuer à rendre les gens de plus en plus pauvres. C'est pas une solution. La solution aujourd'hui, c'est de dire on prend la retraite à 60 ans comme étant une base. Il faut considérer aussi que les retraités ne sont pas des personnes inactives, c'est une image qui est fausse. Une personne retraitée a une activité, dépense de l'argent, fait des activités, etc. C'est des gens actifs. Mais il faut laisser aussi la place, aux jeunes, il faut permettre aux jeunes de rentrer et qu'ils ne se retrouvent pas eux-mêmes à traîner pendant 5 ans, 5-6 ans avant de trouver un CDI. Et si on continue à faire ce régime-là, de toute façon, on aura des personnes âgées qui seront exclus du travail, des personnes jeunes qui seront exclues du travail. Et entre deux, on va continuer à avoir comme aujourd'hui plein d'intérim, plein de contrats courts, plein de contrats à la journée et du précaire à 100%. Jean-Michel Jacques, vous êtes plutôt pour un départ à 64-65 ans? Alors, moi, je suis pour un départ différé, parce que dans tous les cas, depuis les années 80, nos concitoyens, l'ensemble de la population française vit 17 ans de plus. Et par ailleurs, depuis les années 80, les jeunes font des études plus tardives. Moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans et demi, à 18 ans vraiment, à 17 ans et demi pendant les vacances. De nos jours, bien souvent, les études prolongent. Il y a parfois des travaux d'été, parce que nos jeunes travaillent l'été, mais ça ne fait pas des cotisations des trimestres pleins. Donc, ce qui nous amène à dire que de toute façon, il y a un décalage dans le temps. Donc, il faut prendre en compte ce décalage, d'autant plus que les gens vivent plus longtemps et commencent à travailler plus longtemps. Donc, ne serait-ce que par une justice, de toute façon, on pourrait imaginer quelqu'un qui commence plus tard puisse bénéficier forcément de sa retraite plus tard, d'autant plus qu'on vit plus longtemps. D'ailleurs, le propos de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, est totalement mensonger quand il dit vous aurez votre retraite à 60 ans si vous lisez bien le tract, derrière 3 petits points, si vous avez 40 annuités. Alors ça veut dire celui qui aura commencé à travailler à 26 ans, qu'est-ce qu'il va avoir comme annuité et qu'est-ce qu'il va avoir comme retraite? En fait, on fait croire à des choses qui ne seront pas financées, et cette caisse des retraites, comme vous le savez, elle s'équilibre. C'est un apport aussi d'argent, et en fait, pour équilibrer cette caisse, il va falloir aussi engendrer des recettes. Et pour engendrer des recettes, il faut tout de même qu'il y ait des gens qui travaillent, et c'est le cas. Alors, ceci étant dit, il faut justement, parce qu'on équilibre les comptes, parce qu'on a une gestion saine de
nos caisses de retraite, augmenter les retraites pour qu'elles soient suffisantes pour bien vivre. Donc c'est la proposition à monter le minimum retraite à 1 100 €. Et puis revaloriser les retraites. Et dès le mois de juillet, une fois que nous serons élus, nous ferons en sorte que dès le mois de juillet, les retraites soient valorisées. Je peux réintervenir ? Oui, vous pouvez répondre. Bon. Je tiens simplement à signaler qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour financer les retraites. Et elles sont largement financées. Par contre, je tiens quand même à signaler, et il suffit de reprendre un petit peu les termes de notre cher président du MEDEF, que passer de 60 à 65 ans, ça ferait quelques 20 milliards d'économies qui seraient bien utiles à l'armée ou à l'industrie. Alors je tiens quand même à signaler aux gens qui nous écoutent que la pension, l'argent qu'on touche quand on est à la retraite, ce n'est pas de l'argent qui vient d'un impôt, c'est ce qu'on appelle un salaire différé. Or aujourd'hui, si on prend les termes annoncés par le patron du MEDEF, cet argent, on va leur tirer des poches. Donc, passer la retraite à 60 ans ne pose pas de problème. Permettre aux gens qui ont leur annuité justement à 60 ans ne pose pas de problème. De prendre la retraite ne pose pas de problème, pardon. Alors, c'est faire quoi? À part d'amener à 65 ans, cette retraite à 65 ans, c'est faire quoi? C'est justement pouvoir amener une manne et la distribuer à d'autres, comme ça a été fait un peu partout, sur l'école, sur l'éducation, qu'on récupère de l'argent. Alors que là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Donc là, à travers votre propos, on entend bien qu'il y a, dans le fond, il y a comment trouver l'argent, où va être l'argent. Et c'est là que dans votre programme, quand vous pensez, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est 300 milliards de déficit tous les ans. Et à un moment, faire des promesses, c'est une chose. Je comprends que pour se faire élire, on fait des promesses, mais moi, je mange pas de ce pain-là. Moi, si je suis engagé en politique, c'est pour faire, et pour faire sans mentir. Et donc, la réalité des faits, c'est que les caisses, il faut les équilibrer, et que c'est tout à fait entendable que si on commence à travailler un peu plus tard, et si on vit plus longtemps, pour assurer justement cette solidarité qui nous est chère, pour nos anciens, pour nos aînés, pour les plus démunis, ou les gens qui sont en situation de handicap, eh bien, il faut qu'on engendre des richesses, et derrière, on voit bien que ce qui nous sépare, c'est la philosophie autour du travail. Nous, on prône le travail. On prône l'ordre aussi, d'ailleurs, pas le désordre, contrairement à ce que est porté par Jean-Luc Mélenchon. Le travail, l'ordre, voilà ce qu'on veut. Et puis, on ne veut pas assommer les gens derrière des taxes, parce que ce qui n'est pas dit dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est que pour engendrer toutes ces promesses, pour pouvoir, qui sont impossibles de toute façon à tenir, il va taxer nos entrepreneurs, nos petits commerçants. Il va taxer tout ce qu'il peut. Alors il va dire, non, mais je vais préserver les plus pauvres, etc. Mais à un moment, pour qu'un pays puisse avoir une économie, il faut aussi des entreprises, il faut aussi un ensemble, et il faut que les gens aient un pouvoir d'achat et qu'on ne les taxe pas forcément. Alors la pirouette à chaque fois, oui, mais on va trouver, c'est la fraude fiscale, donc comme si pendant des décennies, tous les gouvernements étaient en place, n'essayaient pas de récupérer l'argent par rapport à la fraude fiscale. Donc là, on rentre dans l'idée du complot, et c'est là la limite du débat parfois, c'est qu'il y a un complot interplanétaire qui fait que les fraudes fiscales est alimentée par des riches qui sont au pouvoir, et et derrière tout ça, il y a voilà. Donc il faut travailler pour engendrer des richesses. Monsieur Baudry, sur les taxes du côté de la NUPES. Non, je vais pas revenir là-dessus pour l'instant. Je reviens quand même un petit. Faut quand même relativiser les choses. C'est important de revenir sur les taxes. Ah oui, je reviens. Oui, je reviens sur ce qui a été dit, parce que on va parler des taxes. Oui, ok. Il faudrait peut-être parler un peu du CICE, les 1 million d'emplois qui ont donné que 100 000. Combien ça a coûté? Je vous laisserai le dire. Moi, j'ai le chiffre en tête. Alors, quand on parle d'argent gaspillé, ça en est de l'argent gaspillé. Il était beau le petit pins à 1 million. Bon, il y avait simplement quelques 900 000 de trop qui n'ont pas été donnés.
L'égalité homme-femme au niveau du salaire, ça rapporte. Et cet argent-là permet justement d'amener de l'argent dans les caisses, comme on dit, sans toucher les petits. Et c'est pas les petits qu'on va toucher, ça c'est vrai. Parce que justement, au niveau de l'imposition, aujourd'hui, qui est touché ? Quand vous passez à la pompe à essence, que vous payez plus de 2 € le carburant sur quelque chose qui n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien comprendre que le fût de pétrole est moins cher que lorsqu'on payait à une époque à 1,40 € le litre d'essence. Donc il y a bien un problème, on est dans la spéculation. Et qui gagne aujourd'hui la spéculation ? Qui est le gagnant, la spéculation ? Ce n'est pas la personne qui est à la pompe, qui lui doit faire des kilomètres. Il y a plein de gens chez nous ici, là, ici de Gourin, qui sont obligés d'aller bosser vers le nord de la Circo, vers le sud de la Circo, pardon, et qui ne peuvent plus. Donc automatiquement aujourd'hui, on est bien sur un problème. Et l'argent, vous le trouvez où du coup ? L'argent, j'arrive, vous inquiétez pas, on va y arriver. L'argent, on le trouve, mais on le trouve pas chez les petits. Parce que comme vous dites si bien, les petits commerçants, c'est là que vous faites erreur. Les petits commerçants, on va les aider. L'argent, il existe. Il existe déjà parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà aujourd'hui Total là, qui se met plein les poches. Ben, on régule ça. On régule cet argent. Cet argent qui est malheureusement... Et comment vous faites pour réguler Total ? C'est intéressant ça. Comment on fait pour Total ? Eh ben, tout simplement, il y a une taxation qui sera faite sur Total, mais pas sur le petit Et donc producteur. une taxation nationale ou internationale ? Ben, ça sera déjà sur le pays, oui. Donc vous savez bien que Total va tout simplement aller ailleurs. S'il part ailleurs, il y aura d'autres personnes qui remplaceront. On ne sera pas sans essence, faut pas croire. Vous pensez que si les autres entreprises ne vont pas se dire mais si on est taxé à fond en France parce que Mélenchon on applique sa politique, vous pensez que les entreprises vont venir ? En ce moment, oui. La France attire en ce moment. Oui. Si Mélenchon arrive au pouvoir, ça sera l'inverse. Toutes les entreprises internationales vont fuir la France et les entreprises françaises vont fuir la France. Alors ça a toujours été l'argument. On a sorti la même chose en 81, je vous rappelle, et je ne pense pas que nous sommes retrouvés à la charrette en 82. Donc non, faut pas croire ça, justement, parce que on laisse pas un terrain en jachère, c'est faux. Oh, c'est faux. Même le pays le plus pauvre, il y aura toujours quelqu'un pour venir l'exploiter, même s'il faut donner de l'argent derrière. C'est faux. Et vous le savez pertinemment. On a vu ça au Nicaragua, qui est adoré par Jean-Luc Mélenchon. Oui, bon... On pourrait trouver quelques adorations aussi du côté de votre président, de Macron. On va messieurs, on va avancer justement. Maxime Lavenant, peut-être sur Vous évoquez l'essence, ça rejoint la question du pouvoir d'achat. On pourrait parler aussi du coût de l'énergie, de l'inflation. On voit que le gouvernement a mis en place des mesures temporaires à destination la population la plus fragile, mais d'une manière plus générale, plus structurelle. Peut-être Jean-Michel Jacques, vous, quel est votre regard sur la question du pouvoir d'achat ? Qu'est-ce qui peut être fait par un gouvernement pour améliorer le quotidien de la population ? Donc déjà, effectivement, il a fallu réagir rapidement. Alors, il y a eu auparavant la crise du Covid, et comme vous avez pu le constater, nous avons été à la hauteur de cette crise Covid et nous avons évité le chaos pour la France. Et d'ailleurs, la France est un des pays à l'échelon mondial qui s'en sort le mieux par rapport au Covid, et à l'échelon européen très certainement. Nous allons faire la même chose pour la crise des énergies et alimentaire peut-être qui peut suivre, lié à la crise ukrainienne. Pour ça, il y a eu des mesures immédiates. Ça a été déjà mettre en place le bouclier autour de l'essence, en faisant une aide, en tout cas de 18 centimes d'euros. Et puis, l'augmentation de l'électricité. On a évité à ce que les coûts de l'électricité soient augmentés, de façon à ce que chaque particulier puisse faire face à cette énergie essentielle pour se chauffer, pour faire à manger, etc. Mais nous allons aller plus loin. Et plus loin, c'est entre autres le chèque inflation. Le chèque inflation que nous allons voter dès le mois de juillet, qui touchera 6 millions de foyers et qui permettra de passer ce cap difficile. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que toutes ces mesures, que ce soit le chèque inflation, les retraites qui vont être valorisées, la ristourne de 18 centimes sur le carburant, le bouclier énergétique, tout ça va être ciblé
là, il va falloir aider ceux qui en ont le plus besoin. On ne pourra pas, parce que cette crise va durer, on voit bien que les positions russes en Ukraine sont consolidées, et donc cette crise va durer, et donc on sera obligé de cibler. Il sera peut-être pas question de favoriser des déplacements pour aller en vacances, mais par contre, la personne qui va travailler, qui à la fin du mois est obligée de faire 3 ou 4 pleins, et ça touche sur son pouvoir d'achat, ces personnes-là seront aidées. Donc il va falloir cibler pour les particuliers, il va falloir cibler aussi pour les entreprises, parce que certaines entreprises, par nature, dépensent beaucoup de carburant. Ça peut être notre infirmière, mais ça peut être le taxi, mais ça peut être aussi d'autres entreprises spécifiques. Parfois, c'est assez surprenant. Une entreprise, par exemple, qui fait du carrelage, dépense beaucoup d'énergie, entre autres d'énergie électrique, et aura besoin aussi d'une aide pour éviter qu'elle fasse faillite. Donc, on va repartir dans cet esprit d'État-providence qui va aider, mais en ciblant, parce que, bien entendu, nous, on compte bien, et on sait que l'argent ne tombe pas du ciel, contrairement à M. Mélenchon. Monsieur Baudry, les solutions présentées par M. Jacques vous satisfont? Elles sont à la hauteur des attentes, selon vous? Je serais satisfait, je ne serais pas ici. Alors non, parce que dans tous les cas, que ce soit les 18 centimes, bon déjà c'est une petite piécette dans un gouffre d'argent, parce que je tiens à rappeler, je pense que les gens n'ont pas oublié qu'à la sortie, justement de la crise Covid, le gazole était à 1,13 €. Et aujourd'hui, il est à 2,13 €. Voilà, on a pris 1 €. Et on ne parle pas des 18 centimes. Alors, 18 centimes, c'est quoi? Eh bien, c'est nos impôts, encore une fois. Donc, ce que j'ai dit toujours, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les personnes qui s'engraissent de cette spéculation, c'est de la spéculation, il ne faut pas chercher plus loin. Les personnes qui s'engraissent de cette spéculation, eh bien aujourd'hui, eux s'en tirent avec des milliards, alors que nous sommes en train de prendre dans la poche de tous les gens 18 centimes par litre de gasoil ou d'essence. Le chèque, pareil, il est pris sur les impôts, il est pris sur notre argent. Ça sert à rien, je suis désolé. On est en train de prendre dans une poche pour envoyer de l'autre. Et le pire dans cette affaire, c'est que ce fameux chèque, qui soi-disant va aider, je tiens quand même à signaler qu'aujourd'hui, il y a un calcul qui a été fait, qui dit que pour une famille de 4 personnes, l'inflation, qui sera basée à la fin d'année sur 8%, qui est donnée par le chiffre de l'équipe à Macron, sera de 950 € par famille. C'est-à-dire que chaque personne, c'est 225 €. Voilà. Donc comment on fait? Comment on fait avec un petit chèque qui sera de notre argent? Et comment on fait pour compenser les 950 € pour une famille de 4 personnes qui doit prendre du gasoil, plus 42%, du fioul domestique, plus 70%. Les contrats gaz. Un contrat gaz, faut m'expliquer quand même, un contrat, comment ça se fait qu'il peut prendre 100%? Alors l'électricité, l'Europe c'est bien, mais pourquoi nous qui avions à une époque l'électricité la moins chère, entre guillemets, et soit aussi à se retrouver à plus de 100%. Et on parle pas des loyers. Les loyers qui explosent. Les achats qui explosent au niveau du foncier. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les loyers sont en train d'exploser? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose? Vous le savez, de toute façon, le carburant à 1,40 €, on bloque. On bloque les produits de première nécessité. C'est pas compliqué, c'est juste une petite signature, ça. C'est pas compliqué du tout à faire. Et ça peut être fait simplement. C'est intéressant si je peux reprendre ça. Oui, mais je vous laisserai juste après si vous voulez. Mais dans l'ensemble, pourquoi on peut? Parce que tout simplement, ça a déjà été fait. Aujourd'hui, on est quand même dans un moment où il y a des gens... alors, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui... toutes les 33 heures, il y a 1 million de personnes dans le monde qui basculent dans la pauvreté. Et nous, en France, nous sommes concernés. Et tous les 30 heures, il y a un milliardaire en plus. Voilà, donc il y a quand même un déséquilibre. Et au niveau des financements, on va dire comment on fait pour financer, quelles mesures on va prendre? Justement, on bloque les prix. Et c'est pas compliqué. Et donc, vous bloquez les recettes, vous aurez du mal à redistribuer de l'argent aux plus pauvres.
parce qu'à un moment, l'argent ne tombe pas du ciel. Alors, je sais que vous avez 300 milliards d'euros de déficit par an, ça vous dérange pas. Sauf que, au bout d'un moment, l'ensemble des autres pays vont voir que la France s'effondre totalement et vous emmenez la France dans un chaos pas possible. Donc, c'est des promesses, mais n'importe quel économiste de bonne constitution comprend que ça ne peut pas marcher. Je dis pas que l'intention est mauvaise. Et d'ailleurs, nous, c'est ce que nous faisons. Nous avons une solidarité envers les plus démunis, envers les plus pauvres, et nous allons l'accentuer dans cette période difficile. Mais il faut tout de même avoir des recettes pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, quand vous baissez les taxes sur l'alimentation, vous la baissez pour tous, ou pour l'essence, hein, pour tous, même pour le plus riche, même pour celui qui irait uniquement en vacances, alors que nous préférons engendrer des recettes pour pouvoir les distribuer aux plus démunis qui, eux, auront besoin. Et nous, à la différence de promettre des choses sans argent, nous avons l'argent parce que dans notre projet, nous, les choses sont équilibrées et on n'est pas en déficit. Débat de la 6e circonscription du Morbihan, l'entre-deux tours. On va terminer sur la politique nationale. Maxime Lavenant avec une petite question et après on passe à la suite. Oui, une question un petit peu qui a fait l'actualité au soir des résultats du premier tour. Il a été question de barrage républicain. On a bien vu le discours un petit peu mouvant d'ensemble. Faut-il ou non appeler à soutenir les candidats NUP quand ils se retrouvent au second tour face à une candidature RN? Vous, monsieur Jacques, comment vous vous positionnez vis-à-vis de cette question? On a bien senti que ça n'a pas toujours été une ligne très claire du côté de votre parti. Écoutez, déjà, moi je fais la différence entre les électeurs et les appareils. Les électeurs du Rassemblement national ne sont pas l'appareil, parce qu'il y a deux choses différentes. L'appareil Rassemblement national, j'allais dire Front National, mais on peut leur laisser leur étiquette d'origine, parce que même si l'emballage change, le fond reste le même. C'est déjà une usine à engendrer de l'argent et à faire en sorte que certains gardent du pouvoir, mais en aucun cas c'est quelque chose qui aide le pays. Donc hors de question en ce qui me concerne de donner des voix au Rassemblement national, ce qui est autre chose par rapport aux électeurs du Rassemblement national que je côtoie et que je connais et que je respecte et qu'on peut discuter, parce que si on va voir la sociologie de ce vote et les causes, vous verrez que vous n'allez pas forcément trouver que des gens qui ont des idées d'extrême droite. En réalité, c'est l'expression d'autre chose. Après, en ce qui concerne les candidats de la NUPS, écoutez, là, il faut voir qui est la personne. Parce que moi, quand j'entends Mélenchon de façon irrespectueuse parler de nos policiers tel qu'il le fait, de remettre en cause le droit républicain, de remettre en cause même la presse, parce que vous êtes mis... et d'être d'une arrogance terrible au point de dire que c'est lui la République, s'il y a des candidats de ce type-là, pour moi, ils sont dangereux. Moi, je soutiens la valeur travail, mais aussi l'ordre. Nous voulons un pays qui soit ordonné et qui respecte les lois républicaines. Donner une voix à un candidat NUPS qui serait anti-républicain par des attitudes agressives envers les représentants de l'ordre et même parfois des élus, parce que si vous prenez, moi pendant 5 ans j'ai bien écouté Mélenchon, mais il avait même une remise. Même lui qui est député, il remet en cause l'Assemblée nationale au point de détruire le système. Vous voyez, en fait, derrière, c'est une révolution. Et ces gens-là qui voudraient une révolution, une déstabilisation de notre pays, eh bien, jamais je ne les soutiendrai. Une réponse très rapide, monsieur Baudry? Il défend sa boutique, là, c'est sûr. Mais bon, je tiens juste à rappeler un petit système. La République, c'est vous aussi, vous êtes élus. N'oubliez jamais ça. Donc, de ce côté-là, je voudrais simplement dire... Le respect de la République est une chose très importante. Le respect des institutions est une chose très importante. Par contre, quand les choses dérapent ou quand on a des ministres qui ne sont pas à la hauteur de leur mandat et qu'ils ont certains quelques gamelles,
on se doit aussi d'être de toute façon complètement clean quand on veut présenter quelque chose. On continue peut-être, messieurs, et on poursuit ce débat avec voilà, on a une question qui nous vient d'Aurélie Le Goff, candidate Rassemblement National sur la circonscription, qui a obtenu 21,6% au soir du premier tour. On écoute Aurélie Le Goff. La 6e circonscription connaît une forte inégalité d'accès aux services publics sur son territoire. Couverture téléphonique aléatoire à l'heure du télétravail, désert médical, transport public parfois inexistant. Ces disparités frappent de plein fouet les territoires sur lesquels vivent un nombre croissant de personnes âgées et des familles modestes. Quelles sont vos propositions ? Voilà ce qui nous fait la transition pour parler des services publics. Fabien Briand, on va notamment poser la question au candidat concernant les déserts médicaux. Le problème qui touche le milieu rural, le centre-Bretagne aussi. Du coup, comment faire avec l'outil législatif pour attirer du personnel médical dans ces secteurs, Jean-Michel Baudry ? Déjà en arrêtant de fermer les petits hôpitaux, hein, c'est déjà une bonne chose, parce que la proximité, rien ne vaut la proximité. Et alors je sais, hein, il y a une solution qui dit on va mettre des télécabines. Bon, je suis désolé, mais rien ne remplace un médecin. Et les gens, justement, les personnes, si on a une région qui est entre guillemets vieillissante, c'est pas une télécabine qui va les rassurer, ce sera plutôt un médecin. Aujourd'hui, il y a un manque, c'est vrai, il y a un manque de médecins. C'était aussi le cas en 2017, hein, parce que j'étais directeur de campagne, c'est de l'ancien candidat de 2017 pour la France Insoumise. On avait déjà fait ce constat, il y avait un manque flagrant, et que ce soit d'ailleurs à l'intérieur, aussi bien à Hennebont, où il manquait de médecins. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Il faut remettre des médecins. Il faut rouvrir des lits parce qu'il manque des lits d'hôpitaux. Et impérativement, il faut aussi sauvegarder et remettre en route les petits hôpitaux qui existent. Jean-Michel Jacques, justement, vos propositions pour lutter contre les déserts médicaux? Alors, mes propositions, c'est déjà consolider ce que l'on a fait. Première chose, on a ouvert le numerus clausus. Alors, il faut savoir que le numerus clausus était fermé parce que l'Ordre national des médecins souhaitait le fermer. Depuis des décennies, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, que ce soit François Hollande ou Sarkozy, ils avaient essayé de faire en sorte de débloquer ce numerus clausus, c'est-à-dire la formation de médecins, et l'Ordre national des médecins interdisait ou menaçait tous ces gouvernements. Vous allez me dire, mais ils ont un pouvoir de nuisance et ils ont usé. J'ai fait partie d'une commission égal accès aux soins à l'Assemblée nationale. L'Ordre national des médecins, le président, nous disait, de toute façon, si vous ouvrez le numerus clausus, on envoie un mot à tous nos médecins de France et de Navarre, disons que le gouvernement en place nous empêche de faire notre médecine, etc. En pleine crise de gilets jaunes. Vous imaginez un peu le corporatisme et le manque de responsabilité. Et ça a duré pendant des décennies. Eh bien, malgré ces menaces, nous l'avons fait. Nous avons ouvert le numerus clausus. Alors, ça ne va pas régler tout de suite les choses, parce que le temps de former les médecins. Mais nous formons les médecins et nous leur obligeons, nous allons, en fin de parcours, les amener à revenir sur leur territoire. Mais ce n'est pas uniquement ça que l'on a fait. On a aussi conservé les hôpitaux de proximité, et ça a été mon cas d'ailleurs à Guémené-sur-Scorff, où on a fait en sorte que l'hôpital ne fermait pas. Il a fallu trouver les équilibres financiers, et pour ça, j'ai travaillé sur la question. Et il faut garder des hôpitaux de proximité. Alors, pour répondre à la question, parce que la question est vaste et je voudrais ne pas être trop long, il faut, donner plus de compétences à nos pharmaciens, à nos infirmières, à nos sages-femmes. Et on manque de médecins gynécologues. Les sages-femmes savent faire beaucoup de choses. Elles ont des études complètes. En ce moment, c'est l'Ordre national des médecins qui bloque la possibilité aux sages-femmes de faire plus. De la même façon, on a réussi à leur forcer le bras pour donner plus de compétences aux pharmaciens. Mais il faut qu'on aille plus loin. Les pharmaciens sont bien formés. Les infirmières aussi. J'ai été formateur en soins infirmiers et moi-même j'ai été infirmier libéral après avoir quitté l'armée. Donc je sais ce que c'est. Je vous assure que il y a moyen de donner plus de choses parce que qu'est-ce qu'ils attendent nos concitoyens ?
Ils n'attendent pas forcément de voir un médecin. Ils attendent d'être soignés. Parfois, ça peut être fait par quelqu'un d'autre et parfois par un médecin. Alors, ces mêmes médecins qui sont rares et qui sont débordés, eh bien, on va les soulager en leur laissant plus de compétences. Et puis, pour les problèmes des urgences et des hôpitaux, le problème vient aussi, et ça, j'ai encore un témoignage la semaine dernière, quelqu'un qui avait mal aux dents en plein week-end, il n'y a pas de médecin de garde à Langonette. Qu'est-ce qu'il fait? Obligé de prendre sa voiture, aller à Lorient. 40 minutes de route dans un sens. Mais vu que tout le monde fait la même chose, on se retrouve avec les urgences débordées. Et là, entre parenthèses, les médecins urgentistes en profitent de la situation pour se faire payer 3 000 € les journées de remplacement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en fait tout un système pour répondre à votre question qu'il faut remettre en place, c'est-à-dire revoir les compétences. Il faut que et que ça rentre dans le débat public, que l'ordre des médecins prenne ses responsabilités, soit ils aiment la nation, ils font partie de la nation et ils deviennent raisonnables, ou soit on continuera, comme on l'a fait, à aller plus loin. Et par ailleurs, il faut organiser, et c'est ce qu'on a fait aussi avec les maisons de santé. Regardez dans notre territoire, ce matin j'étais au marché du Fawet, la belle réussite, la maison de santé comme bien d'autres, ramener les compétences au même endroit, de façon à ce que le citoyen, quand il arrive, eh bien, il puisse avoir un échantillon de services. Et ça évite d'encombrer les hôpitaux et d'encombrer les urgences. Vous voyez, c'est un vaste... Je pourrais aller bien plus loin, mais je vois que vous avez une question qui est au bord de vos lèvres. Non, c'est pour continuer justement sur le service public. Maxime Lavenant, c'est un... Monsieur Barry qui souhaite réagir sur les déserts médicaux. D'accord. Non, j'ai juste un petit chiffre à donner. Il faut quand même pas oublier qu'il y a 40 000 exclus aujourd'hui pour de personnes qui travaillent à l'hôpital, qui parce qu'ils ne sont pas vaccinés ne peuvent pas travailler. Il y a un manque. Quand j'entends parler qu'il y a un manque, il y a des gens qui attendent que ça de reprendre le travail. On peut déjà commencer à leur dire revenez. Voilà. Et quand j'entends parler, ça me fait penser l'histoire des 3 000 €. Faut pas prendre. On a l'impression de la façon que c'est dit, c'est une généralité. Il y a des personnes qui profitent du système partout. Ces gens-là, c'est des brebis galeuses, mais c'est pas une généralité. Et dans l'ensemble, faut quand même pas oublier aussi un autre problème qui est très grave et qui va s'amplifier, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a 80 services d'urgence fermés. Et on parle pas de ceux qui sont en tension dans les affaires. Et que ça va amener quoi, ce problème? Ça va amener que des gens vont mourir aux urgences. Il y a déjà eu le cas à Lorient. Donc, il y a une urgence, là. On n'est pas en train de dire il faut amener. Non, il ne faut pas amener. Il faut sauver. Il faut sauver un système de santé qui est en train de dépérir. Voilà. Et je tiens quand même à rappeler que côté milliards, puisqu'on dit que l'argent n'est pas facile, on a quand même sorti 250 milliards pendant le Covid. Donc, je pense que là, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. Alors, il faut savoir que l'argent qui a été sorti à l'échelle planétaire, tout le monde s'est endetté parce qu'on était sur une crise planétaire. La difficulté de l'endettement d'un pays, c'est quand il s'endette lui et que ses voisins ne s'endettent pas. À partir de ce moment-là, il n'est plus crédible sur le champ financier et ça fait des impôts, des prêts à taux énorme et donc ça impacte les populations. Et donc, on ne peut pas dire parce qu'on l'a fait pour le Covid, on peut le faire tout le temps, parce qu'en fait, on peut se permettre cet écart uniquement quand les choses sont mondialisées, parce qu'on est dans une compétition mondiale, et c'est ce que M. Mélenchon ne prend jamais en compte. Il fait croire aux gens en mentant, en disant qu'il peut faire un tas de choses, simplement, il ne fait pas rentrer l'argent dans les caisses, et il emmènera le pays au chaos, à l'endettement, et ce qui fera effondrer la France. On n'est pas loin du chaos déjà avec vous. Maxime Lavenant, on continue avec les services publics. Oui, quand on évoque les services publics au sens large, on peut parler des bureaux de poste dont les horaires sont de plus en plus réduits. Ça provoque d'ailleurs des motions. Par exemple, c'était le cas, le conseil municipal de Langonette qui a voté une motion pour s'y opposer. On peut parler des professeurs qui sont de moins en moins remplacés. C'était encore le cas à Guiscriff en début d'année. Ça a provoqué une mobilisation de parents d'élèves. On peut parler aussi de fractures numériques, que ce soit sur le plan de l'Internet ou de la téléphonie. On voit bien que certains territoires sont un petit peu oubliés, et ce qui peut aussi générer des freins économiques à l'installation, par exemple, d'entreprises. Ça aussi, c'est régulièrement des points qui sont soulevés par les élus locaux. La réponse souvent qui est apportée, ce sont les maisons France Service. Alors beaucoup d'élus locaux disent oui, bon,
c'est un pis-aller. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet des services publics et de ce qu'on pourrait considérer comme un retrait progressif de certains territoires, notamment ruraux, comme le Centre-Bretagne? Alors, je dirais déjà que le retrait, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est avant ce dernier mandat d'Emmanuel Macron. Bien au contraire, depuis 5 ans, depuis que nous sommes là, nous avons réorganisé les choses et augmenté les effectifs dans les territoires, pardon. Ce qui se traduit par effectivement ce que l'on appelle entre autres les maisons France Service. Les maisons France Service, c'est un endroit à une demi-heure de n'importe quel concitoyen qui permet de lui offrir au même endroit tous les services. Et je peux vous dire que partout où ça s'est fait, et j'ai sillonné ma circo et je suis attentivement allé voir, je retrouve vraiment des gens qui sont heureux du service et je retrouve des gens qui sont heureux d'y travailler. Parce que c'est devenu un endroit qui est vraiment passionnant, parce que nous y trouvons des agents du service public qui sont très polyvalents, qui ont pour eux tout un panel de ressources, de personnes ressources, et eux font le lien entre le citoyen et l'expertise des uns et des autres. Et donc ça rend de très bons services, et nous devons consolider. D'ailleurs, les maisons France Service peuvent être couplées à l'agence postale. Donc ça c'est une bonne chose et c'est une solution aussi pour les communes qui se retrouvent en difficulté parce que c'est vrai que la poste, il y a de moins en moins de courriers, vous le savez bien, et donc a tendance à se désengager des territoires, et donc la bonne réponse c'est de faire ces maisons communes qui permet d'amortir le choc du coût du foncier, hein, parce qu'une poste même vide avec très peu de clients, il faut la chauffer, il faut le local, etc. Et ça permet d'offrir un service. Donc, il faut continuer dans ce sens. Une autre de vos questions, c'était les écoles. Alors, les écoles, il faut savoir que dans le Morbihan, il y a eu très peu de fermetures. Je crois que c'est une ou deux fermetures de classe. Hein. Vous hochez la tête, donc c'est oui, mais c'était bien ça, il me semble. Et par contre, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés pendant la période du Covid. Tout à fait, ça a été une réalité pris par cette chose qui n'était pas prévue. Quand il y a eu beaucoup de professeurs qui étaient eux-mêmes malades, etc. Ça a rendu les choses difficile, mais je peux rendre hommage à l'ensemble des équipes enseignantes qui ont fait face tout de même et qui ont assuré le service public malgré ces difficultés. Donc il faut continuer, bien entendu. Il y a d'ailleurs l'éducation est quelque chose que l'on porte très fort. Moi, ce qui me tient à cœur dans l'éducation, c'est aussi de continuer sur l'apprentissage qui a très bien marché et qui offre beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois vacants. Vous savez, hein, on a une baisse de chômage comme il n'y a jamais eu, et il y a beaucoup d'emplois vacants dans notre circonscription, et l'apprentissage aide, même pour les personnes les plus âgées. Et puis, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de mettre le lycée professionnel dans une voie d'excellence, parce que notre pays a aussi besoin de gens et d'ailleurs j'en suis issu, hein, j'ai un CAP de menuisier à la base, qui passent par là. Et vous savez, en Allemagne, la moitié des cadres dans l'industrie sont des gens qui sont passés par les lycées professionnels. Mais oui. En France, non. En France, il faut passer par les universités pour devenir cadre, ce qui est complètement aberrant, parce que bien souvent, enfin, ce qui peut être utile parfois, hein, c'est pas, mais on peut très bien venir de la base et puis passer cadre sans aucun problème. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on travaille. Et puis, enfin, pour la 4G, il reste encore des zones à couvrir. Vous avez entièrement raison. Pour ça, nous avons obligé les opérateurs, et j'y ai contribué de façon significative en travaillant avec la préfecture du Morbihan pour que notre circonscription soit bien doté. Il faut obliger les opérateurs à mettre des antennes en milieu rural, chose qu'on a réussi à faire en les taxant moins, mais en les obligeant, les recettes qu'ils n'avaient pas fait, de faire des antennes et de les mettre en milieu rural. Mais il a fallu les surveiller, parce que la tentation parfois était de mettre ça dans leur plan d'investissement, mais vous rassurez-vous, j'ai veillé au grain et nous avons eu des antennes dans notre circonscription. Monsieur Baudry, on va vous laisser répondre point par point, mais peut-être sur les maisons France Service, qui sont la solution trouvée par l'État pour répondre à ce recul des services publics dans les territoires? Oui, on prend tout, on met tout ensemble, on fait un sac et on ferme un nœud. Non, c'est pas une solution. C'est pas une solution. La solution, c'est la proximité. Si on veut un service de qualité, et de toute façon, faut pas oublier une chose, c'est que c'est un droit. On paye toujours des impôts. Ce que je sache en France, on n'a pas eu de diminution d'impôts, alors qu'on a de moins en moins de choses. J'habite Hennebont. Hennebont, il y a eu 9 services publics fermés depuis 2000. 9.
Le dernier qui a fermé, c'était une permanence de la police parce qu'il n'y avait pas assez de plaintes. Alors, quand est-ce qu'on parle? On parle de quoi? On parle de rendement ou on parle de proximité et d'efficacité et de service public? Si on commence à prendre le principe que le service public doit être une histoire de rendement, c'est pas possible. Le service public est quelque chose qui doit être dû aux gens. Il est dû à tout le monde. Chaque personne ici présente a besoin d'un service public. Même M. Jacques a besoin d'un service public. Il y travaille et il en profite tous les jours dans sa fonction. C'est une chose qui est impensable. On ne peut pas continuer. Alors, je sais bien, on dit, oui, il y a de moins en moins de timbres, oui, il y a de moins en moins de timbres à mettre, il y a moins en moins d'enveloppes à distribuer. Mais on va faire comme en Australie, dans la poste, on va vendre des saucissons devant les cartes. Parce que c'est ce qui se passe chez eux. Donc c'est ça la méthode libérale, c'est qu'on on ramène des systèmes, on amène tout et on fait n'importe quoi. Déjà qu'au niveau des postes, c'est assez compliqué maintenant de trouver certaines choses. Et c'est des fois d'ailleurs compliqué de savoir pourquoi on y va, office. Alors je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que c'est pareil, il y avait des centres d'impôts, il y avait 24 centres d'impôts en Bretagne, il n'y en a plus que 4 qui vont rester à la fin, et ils sont tous au bord du littoral. Les gens qui habitent aujourd'hui ici sont obligés de se déplacer, et encore avec des déplacements qui sont compliqués, très compliqués pour se déplacer des fois dans les régions, pour avoir quelque chose. Une petite réaction très rapide parce que alors mes connaissances totales du dossier, justement, quand on a un problème avec ses impôts, France Service va vous aider à proximité, et la plupart des Français, mais il faut rester solidaire de ceux qui ne le savent pas, font par Internet et sont bien contents d'ailleurs que les prélèvements à la source, etc. aient été faits parce que ça a beaucoup simplifié les choses. Un point où je suis d'accord avec M. Baudry, mais pas du tout avec M. Mélenchon, c'est qu'il faut augmenter la présence de nos forces de police en ruralité et dans nos territoires, et c'est pour ça que nous avons le projet de déployer 200 brigades de gendarmerie en milieu rural, donc parce que c'est indispensable. Il faut que la sécurité soit. Elles y étaient déjà avant. Non. Si, on a fermé des gendarmeries. Je suis désolé, et on a fermé une à Hennebont. Il y en a eu quelques-unes de fermées dans le coin. Alors ça, c'était à l'époque de M. Sarkozy ou M. Hollande, mais c'est une continuité. Hein. Non, justement, on est en train de dire qu'on va en ouvrir, contrairement à ce qui a été fait dans le passé. Il y a encore les locaux. Pour pouvoir justement assurer la sécurité et qui était importante. Et puis il y a aussi tout l'aspect cybercriminalité qui doit être aussi combattu, parce qu'on parle du monde matériel, mais il y a le monde immatériel qui fait notre société et même notre territoire. Et même ici, nous, à Gourin, on est aussi dans l'immatériel à travers le numérique. D'ailleurs, on est sur Facebook, je crois, en direct, et donc il faut aussi qu'on assure l'ordre et la sécurité sur ce champ-là. On va continuer encore quelques minutes à passer ensemble, messieurs. Second tour de législative sur la 6e circonscription du Morbihan. Pour continuer, on va vous laisser justement un thème libre. On va commencer avec vous, Jean-Michel Baudry. Voilà, sur le thème de votre choix, une des priorités selon vous de votre mission si vous êtes élu député dimanche soir. Alors, priorité, on a parlé de plusieurs sujets qui étaient déjà des priorités. Par contre, ici, nous avons quand même une grosse problématique qui est le transport. Donc, le transport par lui-même, pourquoi? Parce que justement, il y a déjà un gros nœud qui existe au niveau d'Hennebont pour passer entre Hennebont et Lorient, et nous avons sur la circonscription, enfin, contre 3 zones, on a une zone urbaine qui, elle, se retrouve tous les matins et tous les soirs avec des bouchons pas possibles. On a une zone périurbaine où les transports sont insuffisants, et surtout en ordre de desserte. Et on a une zone derrière qui est la campagne, qui elle se retrouve un peu l'enfant pauvre du transport. Et il y a un manque complet de transport de ce côté-là. Et surtout, le transport, quand ils existent, pour peu qu'ils existent, ne sont pas adaptés au travail. C'est-à-dire que les gens qui vont travailler ne peuvent pas réellement utiliser ces transports pour aller travailler, parce que les horaires ne sont pas adaptés. Alors, nous sommes quand même pour un système qui est d'avoir des transports gratuits. C'est-à-dire la gratuité des transports et avoir des transports de qualité et des transports qui sont justement adaptés aux horaires et aux amplitudes de travail. Et aussi, si on doit aussi adapter le transport au travail, il faut aussi réfléchir et adapter le travail au transport. C'est-à-dire qu'adapter des horaires décalés de façon qu'on puisse réduire ces fameux bouchons. Parce que si les bouchons existent, c'est parce que tout le monde commence à la même heure. Si tous les gens sont tous obligés de partir sur la route, il y a 2 raisons. C'est qu'il n'y a pas les transports en commun ne sont pas bien adaptés. La deuxième raison, c'est que tout le monde commence à la même heure.
Donc si on n'arrive pas à régler ce problème en agrandissant les routes, parce que pour l'instant c'est ce qui a été prévu, hein, mais une route qui est construite, elle a déjà 20 ans de retard, il va falloir d'un côté ou de l'autre pouvoir amener quelque chose d'autre. Et je vais un peu plus loin justement que la proposition de la NUP, c'est que moi j'intègre aussi là-dedans les TER, parce que nous avons le cas justement à Hennebont où nous avons un TER et un bus qui prennent le même chemin puisqu'ils atterrissent au même endroit, hein, qu'ils atterrissent à la gare des bus, à la gare routière, et de l'autre côté la gare SNCF qui est espacée de 200 mètres, et alors que les bus sont obligés de rentrer dans les bouchons pour aller le matin à Lorient. Donc c'est une aberration, il y a un système à revoir, il y a un système à améliorer, il y a un système qui doit être attractif parce que c'est écologique, le transport en commun c'est l'écologie, c'est le futur, c'est pas la voiture électrique, c'est pas ça qui sera le plus important. Le plus important c'est que les gens changent de système de transport, que le système de transport soit adapté, que tous les systèmes de transport soient adaptés aux handicapés, quel que soit l'handicap surtout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, un handicapé ne peut pas prendre tous les bus, il est obligé de téléphoner, voire des fois 48 heures à l'avance à l'intérieur du pays pour pouvoir avoir un transport. Alors s'il y a une urgence, c'est problématique. Donc on a un système de transport qui est complètement aléatoire, il faut le changer, il faut l'améliorer. Pour le thème libre de Jean-Michel Baudry, même question pour vous Jean-Michel Jacques, une priorité, quelque chose qu'il faudrait mettre en avant dès lundi matin? Eh bien, pour être général, parce qu'il y a tellement de thématiques et la mobilité est une réelle problématique, effectivement, ça serait, vu que c'est libre, je vais mettre plutôt 3 valeurs. La valeur travail, l'humanité et l'engagement. Donc voilà, moi ce que je propose comme expression libre, c'est remettre le travail en avant, parce que la valeur travail, c'est une valeur d'ailleurs qui transcende normalement les courants politiques. On peut la retrouver à gauche et à droite, comme l'humanité d'ailleurs. Le travail, c'est l'émancipation des gens. À travers le travail, on s'épanouit. C'est aussi un projet collectif. Bien souvent, on travaille en connexion avec d'autres. Et puis, c'est une question de dignité. Donc, le travail est très important, c'est pour ça qu'il faut continuer vers le chemin que l'on a pris, c'est-à-dire favoriser la création de l'emploi. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est pratiquement au plein emploi, qu'on n'a jamais été aussi bas sur le taux de chômage, mais faut-il aussi qu'on puisse aller travailler, qu'on soit bien formé, ça veut dire aller plus loin dans l'apprentissage, faire un lycée professionnel d'excellence et puis former tout le long de notre vie. Il faut que chacun puisse être formé. D'ailleurs, on a fait une loi pour ça et de façon à ce que chacun puisse embrasser et pas rejeter le travail. Mais tout ça avec humanité, parce que c'est important. Notre société doit être humaine. D'ailleurs, je pense être un héritier aussi bien de la social-démocratie que la démocratie chrétienne, ce qui en terre bretonne veut dire beaucoup de choses. On est un peuple modéré en Bretagne. On n'est pas un peuple d'excessif et de désordre. On est des gens qui sommes pleins d'humanité. Et c'est pour ça que pendant cette crise que nous traversons, le bouclier face aux énergies, le chèque inflation, tout ça c'est des choses qui vont permettre, mais aussi augmenter et améliorer le système de soins. Ça veut dire recruter 50 000 soignants supplémentaires pour les déployer dans nos EHPAD, car les plus démunis, que ce soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, doivent avoir les moyens en face pour pouvoir faire face et réorganiser notre système de santé qui va très mal, mais pour des raisons, et tout à l'heure j'en ai parlé, qui sont de ressources humaines, mais aussi parfois de mauvaise répartition des compétences et des personnes. Et enfin, je vais en finir là, c'est l'engagement, comme je vous disais, travail, humanité, engagement, c'est m'engager pour notre pays, pour la France, pour la Bretagne, pour le Morbihan, que ce soit à travers le milieu associatif, mais aussi m'engager pour une Europe forte et en sécurité, parce que n'oublions pas, l'Europe est en guerre, et là aussi c'est quelque chose de terrible. Monsieur Mélenchon veut nous faire sortir de l'Europe, veut nous faire sortir de l'OTAN, c'est-à-dire il met en vulnérabilité la France, et pour ça, il n'en est pas question. Allez, on va terminer. Vous voulez réagir rapidement, Jean-Michel Baudry? Oui, juste pour signaler qu'au niveau de la NUPES, il est hors de question de sortir de l'Europe, et c'est inscrit là-dedans, dans le programme. Donc je suis désolé de vous contredire, mais là-dessus, vous pouvez mettre tous les mots du monde, sauf que les Européens ne voudront plus de la NUPES, parce que votre programme fait qu'ils ne voudront plus de vous. Alors, laissez les Européens où ils sont, ils auront leur mot à dire quand le moment viendra. Et vous verrez que ça se passera très bien. Maxime Lavenant, avant de se quitter, 2 petites questions aux candidats.
Oui, très, très rapidement, Très rapidement. est-ce que vous pourriez chacun, en 30 secondes, nous dire pourquoi les électeurs doivent glisser un bulletin à votre nom dimanche Qui veut commencer, monsieur Jacques? Écoutez, moi je suis quelqu'un qui a tout simplement monté les marches de l'escalier républicain les unes après les autres. Je suis issu d'une famille modeste, je suis rentré matelot dans la marine, je me suis formé tout le long de ma vie. J'ai été infirmier, j'ai été militaire, j'ai été sur des théâtres d'opération très durs, l'Afghanistan et bien d'autres, le Mali, etc. Je sais de quoi est fait le monde, je connais le quotidien de nos concitoyens. Si vous votez pour moi, vous voterez pour quelqu'un qui fera toujours de son mieux avec les 3 valeurs que j'ai dit: le travail, l'humanité et l'engagement. Jean-Michel Baudry, en 35 secondes, si vous pouvez. On va faire en 33 et demi. Donc voilà, donc moi avant toute chose, je suis un ouvrier. Je suis donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais handicapé et je vis avec 1100 € par mois aujourd'hui. Donc je sais ce que c'est que la difficulté de chauffer. Je sais ce que c'est la difficulté de payer un beurre qui était à 6 € il n'y a pas longtemps, qui est à 8,50 € maintenant. Je sais ce que veut dire de se priver tous les mois pour pouvoir faire les choses. Alors si vous votez pour moi, vous aurez avant toute chose une personne qui sait ce que veut dire la pauvreté, qui sait et qui la vit de toute façon à la longueur de journée. Et je prouve aujourd'hui, en étant à cette 2e place derrière monsieur Jacques, puisque nous reconnaissons quand même qu'il est le premier aujourd'hui, mais les choses ne sont pas finies, qu'une personne qui n'est pas reconnue, entre guillemets, comme étant une personne qui serait prête à être au gouvernement, est capable d'y arriver justement par l'effort. Et je suis cette personne, je suis l'effort. Allez, vraiment pour terminer, on va demander à Jean-Michel Jacques 3 qualificatifs sur Jean-Michel Baudry, et inversement, on va commencer avec vous, Jean-Michel Jacques, et après... Ah là, c'est un peu la colle. Il est chaleureux. Quoi dire d'autre? On se connaît pas beaucoup, ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un de chaleureux, de respectueux. Voilà, mais hélas, il se trompe dans ses choix. À vous, Jean-Michel Baudry. Je lui accorde le dernier aussi. Donc j'en ai plus. On lui accorde le dernier. Voilà. Donc je lui accorde pour lui. D'accord. Okay. Donc j'en ai plus que 2 à trouver. Alors, il suit son principe. Voilà. Donc ça, je dois lui reconnaître. Je dois lui reconnaître qu'il suit son principe. Donc voilà le 2e. Et en 3e, il est là. Donc il a une carrière qui a bien mené. Il n'y a pas à dire. Donc belle carrière. Merci messieurs, Jean-Michel Jacques pour le mouvement Ensemble, Jean-Michel Baudry pour la NUPES. Rendez-vous dimanche dans les bureaux de vote pour ce second tour des législatives sur la 6e circonscription du Morbihan. Merci Maxime Lavenant du Ouest France. Merci. Merci Fabien pour RMN. Et on vous souhaite à tous une belle fin de campagne et rendez-vous donc dimanche dans les urnes, les bureaux de vote de la 6e circo du Morbihan. Merci à vous. Merci messieurs. Merci. Bonne journée.